Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Vous êtes député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, maire honoraire des 9e et 10e arrondissements de Marseille, président du Cercle d'amitié France-Artsakh et secrétaire du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Alors on va évoquer ce matin de nombreux sujets, mais d'abord bien sûr l'actualité en France. La France à nouveau meurtrie après le terrible assassinat de Samuel Paty, ce professeur d'histoire géo qui a été retrouvé décapité vendredi dernier dans les Yvelines. Aujourd'hui, bien sûr, l'heure est à l'émotion, mais aussi aux actes. Et le gouvernement a justement pris des mesures assez fortes. La dissolution du collectif anti-israélien Cher Yassine et aussi peut-être bientôt le CCIF et l'organisation Baraka City. C'est en tout cas ce que souhaite le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous estimez que ces mesures aujourd'hui vont dans le bon sens ? Elles vont forcément dans le bon sens. Ce qui s'est passé, au-delà des pleurs, au-delà des bougies, au-delà des bouquets, est terrible. Et au-delà des mots, il faut des actes. Et donc, je pense que ces premières mesures que Gérald Darmanin a prises vont indiscutablement dans le bon sens. Mais bien évidemment, il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut le faire maintenant. Parce que j'ai le souvenir que ce n'est pas le premier décapité. Il y a eu une autre personne, un monsieur dans la région de Grenoble qui avait été décapité par son employé. Ça a soulevé de l'émoi, mais pas autant qu'aujourd'hui ce professeur. On n'était pas sur les mêmes thèmes, qui est celui de la liberté d'expression, qui est quelque chose de fondamental dans notre République. D'un professeur qui était apparemment aimé de ses élèves, de ses confrères, etc. Et en touchant finalement à un enseignant, on touche à ce qui est fondamental dans notre école, c'est la République. Et c'est nos libertés, notre liberté. Et d'ailleurs, je m'aperçois que finalement, si nous avons fini par supprimer la peine de mort, d'autres, aujourd'hui, se chargent de la donner. Cet attentat, d'ailleurs, a eu lieu en plein procès des attentats terroristes de janvier 2015. Vous suivez ce procès de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher ? Bien sûr, mais bien sûr que je le suis avec beaucoup d'attention. Mais je dois dire que là encore, si vous voulez, les responsabilités sont énormes de la part d'une certaine presse. Elles ont été énormes de la part d'un certain nombre d'élus et d'hommes politiques. Parce qu'il y avait, j'ai lu il y a pas très longtemps dans un grand quotidien du soir, il doit y avoir une quinzaine de jours, alors que je prenais mon avion pour rentrer à Marseille, à propos de ce procès, des tas d'excuses, de bonnes raisons, de gens qu'on accusait à tort, qui n'étaient pas là, qui finalement sont des pères de famille, et qu'il faudrait exonérer de toute peine. Il y en avait une page entière. Ouais. Je pense pas, la justice doit être souveraine. Je pense pas que le travail des journalistes soit d'enfoncer ou d'accuser, mais ils se doivent à rapporter des faits et pas apporter des jugements. Or là, ils portaient des jugements qui avaient tendance, si vous voulez, à exonérer des gens qui ont une responsabilité énorme, même s'ils n'étaient pas au premier rang des assassinats, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, qui ont été en soutien, en logistique, on dirait en termes militaires. Et donc, c'est impensable. Moi, je veux dire, aujourd'hui, après les attentats épouvantables de Charlie Hebdo, moi, j'avoue que j'étais pas tellement Charlie. Ouais. Même si, évidemment, je regrette ce qui s'est passé, c'est horrible. Et je veux dire, rien ne justifie qu'on puisse tuer quelqu'un, surtout pour des dessins, même si parfois ça m'agace aussi les dessins de Charlie. Bon, mais c'est ça la liberté, c'est la tolérance. Et je me souviens quand même que Charlie Hebdo, à une époque, était plutôt dans la tolérance de touche pas mon pote. Ouais. Je n'ai pas oublié tout ça. Et on ne peut pas l'oublier. Alors vous parliez de la responsabilité... Donc je veux dire que le mal remonte à loin. Vous parlez de la responsabilité de la presse dans peut-être ce qui se passe aujourd'hui. Justement, beaucoup ont dénoncé, justement, dimanche à Paris, la présence de certains élus, de certains partis politiques qui n'auraient peut-être pas leur place à cette manifestation. Est-ce que vous comprenez ces critiques et ces personnes aussi qui n'ont pas participé à la manifestation parce que, justement, s'y trouvait Jean-Luc Mélenchon, par exemple, le patron de la France Insoumise. Est-ce que vous comprenez ces personnes ? Oui, je comprends tout à fait. Je comprends bien que des gens étaient surpris de voir Jean-Luc Mélenchon et d'autres
d'autres, je le comprends parfaitement. Et je vous signale que nous, les Républicains, il n'y avait pas d'élus des Républicains. On n'a pas partagé. C'est pas qu'on partageait pas l'émotion, mais cette manifestation, si mes renseignements sont exacts, a été organisée par la FPCE. Oui. Plusieurs organisations. Oui. Voilà, qui est l'organisation majoritaire dans nos écoles, et qui pendant très longtemps a eu une rhétorique d'excuses. Et même pour, comment pourrais-je dire, vous voyez, évoquant la minorité, etc., la loi de 45. Bon, c'est-à-dire qu'on a trop accepté. Puis on a tout fait à l'envers, y compris les gouvernements de droite. Je veux pas avoir une analyse qui soit exclusive et partisane. Au lendemain, moi je l'ai vécu cette histoire, au lendemain de la guerre d'Algérie, quand on a donné le choix aux Algériens, par exemple, de venir dans notre pays, on a eu de cesse, plutôt, et on continue d'ailleurs, c'est dans les lois Macron sur l'exclusion. Pas sur l'exclusion, sur le séparatisme, pardon, ça revient un peu au même. C'est par exemple de renforcer les langues maternelles. Mais on est fou. C'est vrai, l'apprentissage de l'arabe à l'école, etc. Vous pensez que c'est une mesure qui n'est pas nécessaire? Mais pourquoi alors il fallait apprendre l'espagnol? Il fallait apprendre l'italien? Pour éviter que l'arabe soit appris, par exemple, dans des écoles coraniques? Mais je ne le crois pas. Je n'ai rien contre l'apprentissage de l'arabe. On a le droit, qui que ce soit, de vouloir apprendre l'arabe. Mais on l'apprend comme une langue secondaire. Quand on vit en France, on vit comme des Français. Donc on apprend le français. On apprend à écrire le français et on apprend l'histoire de France. Voilà. Et là, c'est le début d'un dérapage, parce qu'on disait, oui, mais comme ça, ils sont moins... Mais finalement, on les a marginalisés en faisant ça. Donc la loi d'Emmanuel Macron, vous ne la trouvez pas convaincante, le projet sur le séparatisme? Je trouve qu'elle va dans le bon sens, mais il y a quand même quelque chose qui me choque terriblement. Comment on peut parler de séparatisme sans à aucun moment parler d'immigration? C'est quoi ça? Le gouvernement, vous en parliez tout à l'heure, ne va pas assez loin dans les mesures qu'elle préconise. Qu'est-ce que vous, justement, vous préconisez pour lutter contre l'islamisme radical? Mais j'ai depuis des années, vous savez, je suis un vieux député, un ancien député. Je crois que je suis un des plus anciens. J'ai bientôt 30 ans de Parlement. Donc j'ai commencé tôt et j'avais trouvé à une époque que quand même il fallait responsabiliser les familles, quelles qu'elles soient au demeurant. Et donc j'avais proposé à Jacques Chirac, qui était président de la République à l'époque, de créer une loi qui était, me semble-t-il, qui était pas terriblement punitive, mais qui mettait les parents devant leur responsabilité, c'est-à-dire de suspendre, je dis bien de suspendre, pas de supprimer, de suspendre la part de l'allocation de l'enfant délinquant, du mineur délinquant. Bon. Et la suspendre, et l'arrêter définitivement en cas de récidive. Chirac l'avait balayé en me disant surtout pas, on peut pas faire ça, Guy, on peut pas. Bon, ça a été repris d'ailleurs sous Sarkozy. La loi est passée, mais elle n'a quasiment jamais été appliquée. Et cette mesure aujourd'hui est clairement nécessaire pour vous. D'ailleurs, on sait que les complices des assassins de Samuel Paty sont des mineurs. Ils ont à peine 14-15 ans. Exactement, des gosses. Bon. Alors, on va évoquer justement la minorité, etc., etc. Mais je peux vous citer un peu pêle-mêle des propositions. Et je vais vous dire aussi autre chose, c'est-à-dire qu'un arsenal de propositions ont été faites depuis 2018. Toutes ont été repoussées dans ce domaine, toutes, par la majorité, le gouvernement. Mais je vais vous donner d'abord, si vous voulez, d'abord la première des choses, c'est expulser les étrangers inscrits au fichier de radicalisation. Ça a commencé déjà avec 230 fichiers expulsés, mais c'est vrai ils n'y sont pas encore. Expulser les imams radicalisés. Nous, on a eu à Marseille un imam qui était radical, bien sûr, mais qui était expulsable et qui ne l'était pas parce qu'il avait une femme, des enfants ici, qu'on ne pouvait pas le faire partir, etc., dans son pays d'origine, etc. Bon, je crois qu'il faut qu'on passe sur tout ça. On n'en est plus là. Il faut expulser. Ensuite, garantir la rétention
de sûreté pour tous les terroristes islamiques qui se trouvent être en fin de peine. Parce que là, vous savez qu'aujourd'hui, on en a mis des centaines, plusieurs centaines, qui sont dans la rue et qui sont autant de dangers pour nous tous. Interdire tout emploi public pour des personnes susceptibles d'avoir une radicalisation avérée. Je pourrais également vous dire, parmi les très nombreuses... il y a réduire l'immigration, bien sûr. Ouais. Au strict nécessaire. C'était un peu ce que la loi Sarkozy... Si vous voulez, pour moi, alors évidemment, je vais peut-être faire hurler les droits de l'homiste, mais l'immigration dans un pays, elle est bonne si elle est utile au pays. On fait venir des gens si on en a besoin. Et qu'on puisse leur garantir les soins, la santé, du travail, de la scolarité pour les enfants, bref, tout ce qui va avec une vie normale. Or, il y a bien longtemps qu'on ne peut plus garantir ça aux migrants. Et quand même, la honte des hontes, c'est d'aller à la porte de la chapelle et de voir ce qui s'y passe. C'est ça, la honte. C'est ça l'humanitaire. Bon, est-ce qu'il vaudrait pas mieux les aider chez eux que les voir être dans les rues. Après, il y a beaucoup de réfugiés politiques. Oui, mais de faux réfugiés politiques. Il faut qu'on soit beaucoup plus coercitif. Bien entendu, les réfugiés. Je vous signale que l'assassin de M. Paty était un réfugié politique. Donc, il est arrivé à 6 ans en France, quand même. Ouais. Oui, d'accord. Ouais. Donc, à plus forte raison, il doit être encore plus français. Ouais. Alors Guy Tessier, cela fait plus de 27 ans que vous êtes député des Bouches-du-Rhône, ancien candidat à la mairie de Marseille. Par ailleurs, on parlait de l'islam radical. Vous parliez tout à l'heure d'un imam à Marseille qui est expulsable. Comment vous jugez la situation communautaire, sécuritaire à Marseille concernant l'islam radical ? Alors, écoutez, c'est assez paradoxal. Cette ville énorme, 860 000 habitants, intramuros, avec un mélange des genres, des couleurs, des religions, vit difficilement, mais il y a eu des tensions. Alors, non, mais c'est à ça que je pense, parce qu'il y a eu des actes terribles. Il y a eu 2 gamines, je ne sais pas si vous vous en souvenez, 2 jeunes femmes de votre âge, je pense, étudiantes en médecine, 2 cousines, une qui accompagnait l'autre au train, toutes les 2 égorgées. Bon, l'horreur. D'en parler me donne encore la chair de poule. Mais c'est vrai que, alors là, les tensions s'exacerbent quand même. Il est vrai que l'été était terrible. Vous n'ignorez pas que à cause de la crise sanitaire aussi. C'est-à-dire que Mme Belloubet a mis 9000 personnes, a sorti 9000 personnes des prisons. Moi, je suis le député de la prison des Baumettes. Je peux vous dire que au Baumettes, du coup, on est un peu plus au large. Donc tout ça, il fallait que les gens vivent. Hein. Bon, donc on a volé, l'été a été très dur. Le fait du Covid a fait que les gens ne sont pas partis dans leur pays d'origine, retrouver leur famille, et sont venus plutôt dans le Midi. Donc l'été a durci les choses. Mais globalement, si vous voulez, il y a plusieurs années, un maire qui s'appelait M. Vigourou a créé une association qui s'appelle Marseille Espérance, qui réunit tous les cultes, mais vraiment tous les cultes, mais y compris les petites minorités. Bon, et là, c'est une réunion de sages, je dirais, de rabbins, de prêtres, de pasteurs, etc. Et dès qu'il y a des tensions, ces hommes et ces quelques femmes, il y a quelques femmes aussi, se réunissent au travers des radios communautaires, il y en a beaucoup, à Marseille aussi, pour faire passer des messages. Et globalement, ça marche plutôt. Et voilà. Donc alors, il faut des codes pour vivre dans Marseille. Hein. Il faut savoir où on peut aller, où on peut pas aller, à quelle heure il faut rentrer, de préférence. Ce qui est absolument insupportable. Voilà. Moi, je suis né dans les quartiers nord de Marseille, donc je les connais. Et j'y ai grandi. Voilà. On parle de la crise sanitaire, justement, on en parlait tout à l'heure, vous avez été touché, vous, personnellement, par la Covid-19. On sait que Marseille a été frappé de plein fouet aussi par le coronavirus. Le gouvernement avait appelé il y a un mois à la fermeture des restaurants et des bars, et votre adversaire à la mairie de Marseille, Michel Rubirola, avait été accusé d'appeler à la désobéissance civile face à la grogne aussi de la population. Comment vous avez vécu cette situation ? Très mal.
Très mal, parce que je crois que quand on est élu de la République, qu'on soit élu local ou national, on a quand même un devoir de réserve d'abord, et ensuite il faut regarder il faut pas être démagogique en un mot comme ça. Voilà, je voulais pas prononcer le mot, mais je le dis. Ouais. Et là, je pense qu'on est en pleine démagogie. Moi, j'ai beaucoup aidé de mon mieux les commerçants. J'étais en relation quasi permanente avec le président des restaurateurs, pour essayer de trouver des mesures qui puissent ne pas mettre ces hommes et ces femmes dans des situations commerciales qui étaient insupportables et qui étaient très difficiles après toute la période qu'ils avaient connue. Aussi parce qu'on pouvait se poser des questions, parce que certaines mesures pouvaient paraître injustes, pourquoi nous et pas eux, etc. Pourquoi nous, restaurateurs, on doit fermer. C'est les questions aussi qu'on se posait à Paris. Hein. Voilà, oui, pareil, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Pourquoi la boulangerie machin peut rester ouverte, vendre du café, à partir du moment où il y a un croissant qui est avec le café. Tout ça était très compliqué et générait des colères et des incertitudes. On a eu un nouveau préfet qui vient d'arriver, qui s'est donné beaucoup de mal et qui continue à s'en donner beaucoup, et qui finalement a aménagé. Alors, je dois dire que la désobéissance, je sais pas vraiment. Elle s'en est défendue. C'est pas elle c'est quelqu'un d'autre que je ne citerai pas. C'est une adjointe, c'est une dame qui a dit: je demanderai à la police municipale de ne pas verbaliser les bars qui seront ouverts. Ça, évidemment, c'est la police nationale qui a verbalisé, pas la police municipale. Et ça, je trouve que c'est pas bien. C'est pas possible. On peut pas, quand on est un élu responsable, surtout que c'est le cas de cette dame, même pour faire du buzz, avoir des déclarations de cette ordre. Samia Ghali, vous parlez d'elle? Par exemple, peut-être. Alors, Guy Tessier, pour terminer sur Marseille, un autre sujet. Alors, Marseille, on sait que cette ville est jumelée avec la ville israélienne de Haïfa, et on sait que vous connaissez très bien Haïfa, ville cosmopolite comme la cité phocéenne. Quelles sont les relations aujourd'hui entre Marseille et Haïfa, et plus largement avec Israël ? Écoutez, ça tombe à pic, parce que j'y étais avec la présidente du conseil départemental il y a moins de 2 ans. On avait fait justement un voyage, si vous voulez, sur les phénomènes communautaires, etc. Et donc, nous sommes rendus à Haïfa. On est venu apporter un olivier, qui est un arbre qui réunit les peuples de la Méditerranée, qu'on a offert donc au centre, qui avait été voulu et créé par Gaston Defferre à l'époque. Et donc, ce centre a eu un moment d'accalmie, et puis repart de plus belle. Donc, il est heureux de voir que ça n'est pas qu'un simple jumelage entre 2 villes qui peuvent recevoir des groupes de danse. Il y a des vraies relations. Il y a de vraies relations qui sont fortes, anciennes, et qui sont confortées des 2 côtés de la Méditerranée d'une manière très, très, très vivante. On a apporté aussi une aide financière, etc. Donc, tout ça a été très bien reçu. On a pu rencontrer la maire de Haïfa, qui est un personnage, voilà, et voir que finalement on pouvait avoir dans des pays très différents les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Voilà, elle est tout à fait dans l'accueil des immigrés, des étrangers, etc. En Israël, c'est un petit peu différent aussi. Quand les conditions sont peut-être plus difficiles pour venir en Israël qu'en France. Oui. Et c'est très bien ainsi, d'ailleurs. Moi, je pense. C'est un modèle pour vous, Israël, un modèle d'intégration aussi. Oui, alors l'intégration, on peut en reparler, elle est quand même difficile, honnêtement, en Israël. Mais il y a peu d'étrangers. Enfin, en fait, quand on parle d'étrangers, c'est des Palestiniens. On ne va pas parler d'étrangers. Il y a peu d'étrangers. Il y en a eu, mais ils ont été, ils n'y sont pas restés en Israël. Ils ont été expulsés. Notamment, je pense à des Africains. Il y a eu beaucoup d'Africains. Oui, c'est vrai. Mais ils étaient par milliers. Ça remonte à déjà quelques temps. Il y a un peu plus d'1 an. Et ils ont été expulsés. Je pense qu'Israël est un petit pays qui a affaire à une crise qui est difficile, permanente, je dirais. Et que charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pas inhumain de dire ça. Voilà, c'est une réalité.
Guy Tessier, autre dossier international, bien sûr, qu'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui. On sait que vous suivez en tout cas ce dossier avec une extrême attention. Une autre manifestation avait lieu dimanche dernier aux Invalides, en parallèle de la manifestation Place de la République à la mémoire de Samuel Paty. C'était pour la cause arménienne cette fois. Et vous êtes, je le rappelle, président du Cercle d'amitié France-Artsakh. En ce moment, il y a lieu des combats très compliqués sur le Haut-Karabakh. Et vice-président du groupe d'amitié France-Arménie. Vice-président du groupe d'amitié France-Arménie, vous avez raison de le rappeler. En ce moment se déroulent des combats très compliqués sur le Haut-Karabakh entre les Arméniens et les Azéris, soutenus par la Turquie islamiste. Pourquoi vous soutenez l'Arménie dans cette guerre ? Alors, c'est pour moi une histoire très ancienne. Je suis né au milieu je vous ai dit que j'étais né dans le quartier nord, quartier d'immigration, même quand j'étais enfant. Et je suis né au milieu de la communauté arménienne. Donc j'ai grandi avec eux, je suis à l'école avec eux, je suis à l'école communale de mon quartier. Et donc, j'ai été bercé par le roman noir du génocide des Arméniens, par mes parents qui m'en parlaient quand j'étais petit, mes parents employés du personnel, et c'était en grande partie des Arméniens, même si mon quartier était déjà une arche de Noé, hein, il y avait des gens de tous les côtés, bon, mais il y avait beaucoup d'Arméniens. Ouais. Et donc mes parents m'en parlaient d'une manière soft, hein, on va dire aujourd'hui, mais ils m'en parlaient en me disant que c'était des gens qui avaient beaucoup souffert, qui méritaient d'être respectés, etc., qu'il fallait être bon et aimable avec eux, quoi. Et plus grand, j'ai vu les affiches qui étaient placardées sur les murs et les têtes tranchées après le génocide que les Arméniens ont connu eux aussi, abominable d'ailleurs, avec des persécutions terribles par le gouvernement jeune turc d'Atatürk à l'époque. Je pense que la Turquie continue à nourrir une volonté nationaliste et expansionniste pour, en quelque sorte, dans un esprit de reconquête. Ouais. Et ils sont présents partout aujourd'hui, sur tous les terrains. Ils sont en Grèce, ils viennent de débarquer à Chypre, ils sont en Libye, ils sont en Irak, ils sont en Syrie, et là, ils sont en soutien derrière les Azéris. Ouais. Et en fait, vous savez, les Azéris sont turcophones, et l'Azerbaïdjan était l'ancienne Turquie. Ouais. C'était l'Empire ottoman, bien sûr. Plutôt. Ouais. Donc, je défends les Arméniens parce que c'est un petit peuple courageux qui est sur une île tout seul, loin de nous, entouré d'hostilités. Et voilà. Donc, ils ont une frontière avec la Turquie, une frontière avec l'Azerbaïdjan, une frontière avec l'Iran, une frontière avec la Géorgie, qui d'ailleurs vient de les lâcher dans leur espace aérien en demandant que les avions ne transitent plus par là. Donc ils sont très seuls, mais c'est pas la raison, parce que malheureusement il y a des conflits territoriaux du même type. La vérité, c'est que je suis sûr que historiquement, les Arméniens ont raison. Ouais. L'Artsakh, puisque c'est ça dont il s'agit, le Haut-Karabakh, est une terre arménienne. Et si je vous le dis, c'est parce que je l'ai vu de mes yeux. Je me suis rendu à plusieurs reprises au Karabakh. L'Artsakh, c'est le nom arménien du Karabakh. Tout témoigne de la présence arménienne, tout, et notamment de la présence chrétienne. C'est ce qui me justifie que c'était les Arméniens qui étaient là. J'ai pu, par exemple, voir à l'occasion de mon dernier voyage une église qui date du XIIe siècle. Vous voyez, donc c'est pas hier. Et en fait, c'est à l'origine, mais peut-être le savez-vous, d'une volonté des Soviétiques et particulièrement de Staline, pour être agréable aux Arabes, aux musulmans de l'Azerbaïdjan, de donner cette petite province qui était occupée à l'époque déjà par 80% d'Arméniens et 20% d'Azéris. C'est les archives russes qui le disent, hein, c'est pas Guy Tessier. Et il y avait 10% d'Arméniens à Bakou. Donc on leur a donné ça. Les Arméniens s'y sont toujours opposés, mais bon, la chape de plomb pesait, rien ne transpirait. Ouais. Donc dès la perestroïka, les Arméniens ont revendiqué qu'on leur rende ce qui était à eux, qui a été à l'origine de pogroms épouvantables à Bakou, des Arméniens de Bakou, et donc qui a déclenché une guerre, qui a fait quand même 30 000 morts, et qui a figé une situation que le groupe de Minsk, qui est constitué des Américains, des Russes et des Français, a figé
dans une situation qui est insupportable pour les Arméniens. Donc je pense que nous devons de rendre justice à ce petit pays et à ce peuple, et d'éviter de déstabiliser dans le Caucase une situation qui pourrait s'enflammer, puisque au-delà de la main des Turcs qui ont la main sur tout ce qui est aérien chez les Azéris, et qui manifestement assurent pour l'instant, enfin en tout cas dans la troisième dimension, c'est-à-dire dans l'espace, la supériorité des Azéris, car les Arméniens ne disposent pas de moyens aériens. Au sol, ils sont capables de les affronter, mais dans les airs sûrement pas. Donc je pense que les déclarations d'Erdogan ont été très dures à l'égard de l'Arménie, en disant on arrêtera la guerre quand on aura nettoyé le territoire. Et pour Erdogan, finalement, l'Arménie continue de gêner géographiquement le projet hégémonique de la Turquie. Cette enclave chrétienne les gêne foncièrement. Et parce qu'on parle de guerre territoriale, mais finalement, c'est aussi une guerre religieuse. C'est une guerre religieuse, on est bien d'accord, mais il ne faut pas avoir peur des mots, c'est ce que je disais cet après-midi, tout à l'heure au téléphone, avec le président de la Chambre de commerce franco-arménienne. Les organisations arméniennes de France aujourd'hui estiment que Bakou, soutenu donc par Erdogan et par la Turquie islamiste, veulent tout simplement éliminer les Arméniens de la région. C'est quand même très grave. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est aussi votre point de vue? Absolument. C'est mon point de vue, et il me semble que dans ces déclarations très dures, cette absence de vouloir négocier, alors que je pense que les Arméniens sont prêts à négocier, je pense qu'il y a des relents génocidaires dans les déclarations qui sont faites, des relents génocidaires du peuple arménien. Là, la Turquie continue de nier d'ailleurs le génocide arménien. Tout à fait. Et c'est puni par la loi d'ailleurs de reconnaître le génocide arménien en Turquie. Non, le génocide a été reconnu, mais la loi qui punit la non-reconnaissance de ce génocide n'est pas passée. Elle avait été repoussée par le Conseil constitutionnel, hélas. On parlait de négociations. On sait qu'un cessez-le-feu pourtant... Le négationnisme, quoi. On sait qu'un cessez-le-feu avait été conclu entre Bakou et l'Arménie le 9 octobre dernier, sous l'égide de Moscou. Finalement, rien ne s'est fait, puisque l'Azerbaïdjan a continué à bombarder les positions arméniennes du Haut-Karabakh, notamment une église arménienne dans la capitale, Stepanakert. Quelle est la position de la Russie, justement, dans ce dossier? Elle est très ambiguë. Et Dieu sait que c'est un pays qui peut arriver à un cessez-le-feu et à une négociation, c'est bien eux. D'abord parce que l'Azerbaïdjan et l'Arménie, pour les Russes, sont deux voisins proches, c'est les voisins inconnus, mais voisins quand même. Et donc la Russie, arme l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et d'ailleurs aujourd'hui tout l'armement arménien est russe, que ce soit les chars, les canons, l'artillerie lourde, etc. Tout est russe. Donc la Russie arme les deux côtés. La Russie a un accord de coopération militaire avec l'Arménie, mais avec l'Arménie, pas avec le Haut-Karabakh. Et je vous dirais même mieux, mais c'est pas un secret, l'armée russe stationne actuellement, enfin depuis toujours, depuis que l'Arménie a réclamé son indépendance, il y a 2 régiments des forces russes qui sont sur place. Bon, qui aujourd'hui n'ont pas beaucoup bougé. Il y a eu quelques mouvements, me dit-on, ces derniers jours, de l'armée russe, qui peut-être pourront entrer dans la danse pour imposer le cessez-le-feu, mais je suis atterré par le silence consternant de la communauté européenne, dans un premier temps, de l'ONU, dans un second temps, des grandes puissances, les Américains pour raison... C'est vrai que la France, finalement, semble être un petit peu le seul pays qui s'intéresse au dossier. Absolument. Emmanuel Macron a eu des mots assez fermes envers Erdogan. Comment expliquer que les pays occidentaux sont aussi frileux sur le dossier? Il est plutôt en retrait maintenant, et parce qu'on lui a fait savoir que il n'était pas de bon ton qu'il prenne le parti d'un des 2 belligérants, que la France, qui est vice-présidente du groupe de Minsk, devait se tenir dans une neutralité bienveillante ou pas. Voilà, donc j'ai plutôt l'impression qu'il est revenu sur ce positionnement après avoir eu des mots qui allaient plutôt dans le bon sens.
Et que pensez-vous de ceux qui appellent, comme par exemple l'éditeur Jean-François Colissimo, qui a fait une tribune récemment dans le Figaro, qui appelle à intégrer l'Arménie au sein de l'Union européenne? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que c'est pas sérieux, et je pense que ça ne fait pas avancer les choses. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que qu'on le veuille ou non, l'Arménie est aujourd'hui dans le giron de la Russie. Regardez ce que ça a coûté dans un pays bien plus proche et bien plus européen qu'est l'Ukraine. Regardez ce que la Géorgie a payé. Avoir voulu à un moment donné justement tourner le dos à la Russie. Et donc je pense que ce petit pays, vous savez, qui est un pays pauvre, où tout est compliqué, tout est lointain. Moi je vois bien, chaque fois que j'y vais, on essaie de faire des choses, mais c'est très compliqué. Ils sont enclavés de toutes parts, donc les seuls débouchés qu'ils aient, c'est par la Géorgie ou aérien. Et assez paradoxalement, ils ont des relations, mais qui sont, me disent-ils, historiques avec l'Iran, qui est le voisin, et qui d'ailleurs a reçu quelques roquettes dont le système d'ailleurs anti-aérien les a stoppés, parce qu'ils sont frontaliers avec l'Arménie. Bon, mais enfin bon, ça s'arrête là. Je veux dire, il y a pas d'accord particulier avec l'Iran, hein, mais ils sont complètement enclavés. La situation est très compliquée. Et donc, si vous voulez, de l'autre côté, les Azerbaïdjanais ont une rente pétrolière énorme, ce qui leur a permis, à partir de 2017, de s'équiper, de s'armer jusqu'aux dents. Ils ont dépensé 1,2 milliard d'euros, pendant que les Arméniens dépensaient 340 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est du simple au quadruple, quoi. Voilà, donc c'est très difficile. Vous savez, ce sont des gens travailleurs, courageux, intelligents. Je discutais avec le directeur de l'école polytechnique il y a quelque temps à Yerevan, qui parlait le français comme vous et moi. Hein. Au demeurant, c'est un pays beaucoup de francophones. La France, c'est un aimant que vous n'imaginez pas. Et il me disait, moi, alors c'est pas Polytechnique France, hein, mais c'est une grande école d'ingénieurs. Et il me disait, vous savez, moi, mes étudiants, quand ils terminent leur cycle d'études, ils traversent la place de la Liberté et ils vont en face. Alors je comprenais pas, parce que je n'avais pas localisé. En face, c'est l'ambassade des États-Unis. Et donc, ils perdent, si vous voulez, leur substantifique moral, tous ces garçons et ces filles qui trouvent pas de débouchés chez eux. Il y a une université française, hein, avec un enseignement français, avec de très très bons élèves qui sont très recherchés à leur sortie, parce que on sait que le diplôme qu'ils auront à la sortie est un vrai diplôme. Ouais. Alors Guy Tessier, pour terminer, vous le dites aujourd'hui, face au drame humain qui se joue en ce moment sur le Haut-Karabakh, vous avez déposé une résolution à l'Assemblée nationale, notamment aussi avec le député François Pupponi. Il faut reconnaître l'indépendance de l'Artsakh, c'est ce que vous dites aujourd'hui? Moi, je continue à dire qu'il faut reconnaître l'indépendance de l'Artsakh, il faut avoir ce courage. Alors, il faut négocier, il faut voir comment. Faut-il revenir aux anciennes frontières? C'est vrai que en 94, lorsque les Arméniens ont gagné la guerre, ils sont allés au-delà, probablement un peu de ce qui était l'Artsakh historique, pour avoir militairement, ça se comprend très bien, pour avoir une zone neutre entre l'Artsakh et l'Azerbaïdjan. Revenir aux frontières antérieures. Bon, c'était un gain de guerre, si vous voulez. Peut-être que l'Artsakh et l'Arménie sont prêts à lâcher là-dessus, mais bien entendu, c'est un petit peuple, je vous assure, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, il y a pas grand monde, il y a 105 dans les montagnes, vous savez qu'Artsakh, ça veut dire la montagne noire. Bon, il y a 150 000 personnes qui travaillent dur, c'est très Stepanakert est très joli, il y a des petits villages charmants. Bon, ils se sont remis parce que les soviétiques leur avaient interdit de faire du vin, parce que c'était comme ça, tel pays faisait des pneus, l'Arménie faisait des pneus, bon, voilà, c'était comme ça, pour rendre les pays interdépendants. Bon, ils se sont remis parce que c'est ancestral, la vigne, chez eux, comme chez nous d'ailleurs, ils se sont remis à faire du vin, à essayer d'exporter du vin, mais enfin, tout est compliqué, des fromages, enfin voilà. Ils travaillent dur et ils n'ont qu'un désir. J'ai souhaité rencontrer des militaires qui ont la même, c'est pas des vents en guerre, hein, ils souhaitent ardemment la paix sur leur territoire, et avec comme pour un autre pays que vous connaissez bien, avoir des frontières sûres et reconnues.
Merci Guy Tessier. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, maire honoraire des 9e et 10e arrondissements de Marseille, président du Cercle d'amitié France-Artsakh et vice-président, vous allez me le dire, du groupe France-Arménien, c'est ça? Oui, c'est et ça. secrétaire du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup et à bientôt sur Radio J. Merci à vous. Merci beaucoup.